Et si ce simple acte de gentillesse, ce geste quotidien que personne, pensait-elle, ne remarquait, était en réalité un test? Pour Isabella Rossi, une serveuse de 24 ans noyée sous les dettes et les rêves brisés, la gentillesse était tout ce qu'il lui restait à offrir. Son destinataire était Arthur, un vieil homme silencieux et grincheux qui traînait les pieds dans son café chaque matin, un fantôme à la table du coin. Elle lui offrait un sourire chaleureux, un café frais et un peu de son temps, sans rien attendre en retour. Elle pensait qu'il n'était qu'une autre âme solitaire et n'avait aucune idée qu'il gardait un secret valant des milliards, un secret qui allait faire exploser sa vie. Car un mardi pluvieux, la porte du café ne s'est pas ouverte pour Arthur. Elle s'est ouverte pour ses avocats, entourés de 4 gardes du corps impassibles, et ils venaient en pour elle. La cloche au-dessus de la porte du Morning Glory Diner était la bande-son de la vie d'Isabella Rossi. Ce n'était pas un tintement joyeux, mais un son métallique fatigué, annonçant l'arrivée d'un autre client ayant besoin de café, d'une autre assiette à porter, d'un autre dollar à ajouter au pot à pourboire. Le café lui-même était une relique. Des banquettes en vinyle usées couleur moutarde séchée, un sol en linoléum collant et une odeur tenace de café brûlé et de bacon frit. Pour Isabella, ou Bella comme tout le monde l'appelait, c'était à la fois sa prison et son refuge. Ces 3 dernières années, 6 jours par semaine, du matin à 15 heures, Bella exécutait le ballet familier de la serveuse. Elle se déplaçait dans les allées étroites avec une grâce née de la répétition, jonglant avec les assiettes, remplissant les tasses sans renverser une goutte, et arborant un sourire qui semblait souvent aussi fissuré que les tasses en porcelaine qu'elle lavait à la main. Sa vraie passion, son âme, était enfermée dans un minuscule appartement au 2e étage à quelques pâtés de maison de là, prenant la poussière sur des toiles qu'elle ne pouvait plus se permettre d'acheter. L'école d'art était devenue un rêve lointain, enterré sous une montagne de factures médicales de sa mère et le fardeau écrasant du loyer. Ses habitués formaient un casting prévisible. Il y avait Franck, le contremaître du bâtiment, qui lisait la page des sports et laissait exactement $1 de pourboire, quel que soit le montant de l'addition. Il y avait les 2 secrétaires bavardes du cabinet d'avocats en bas de la rue, qui disséquaient la vie amoureuse de leur patron devant des salades fatiguées. Et puis il y avait Arthur. Arthur était différent. Il n'était pas un habitué au sens traditionnel du terme. Il faisait partie des meubles aussi essentiels au café que l'enseigne aux néons bourdonnantes à l'extérieur. Chaque matin, à la même heure, il ouvrait la lourde porte en verre et se traînait jusqu'à la table numéro 4, dans le coin près de la fenêtre. Il ne croisait jamais le regard de personne. Il portait les mêmes vêtements. Un manteau en tweed délavé, quelle que soit la météo, un pantalon usé et des chaussures en cuir élimé. Son visage était une carte routière de rides. Ses yeux, d'un bleu pâle et larmoyant, semblaient à short tout traversés. Il était un murmure dans une pièce bruyante. La première fois qu'il est venu, Sal, le patron de Bella, un homme éternellement nerveux, l'a prévenu. « Ne t'inquiète pas pour le vieux grincheux de la table 4. Il ne parle pas. Donne-lui juste un café noir et le plat du jour, quel qu'il soit. Il paiera le montant exact et partira. » Brenda, une serveuse vétéran dont la patience était à bout, s'est moquée. Un gaspillage d'une table pour 4. On devrait le mettre au comptoir. Mais Bella a vu quelque chose d'autre dans son silence stoïque. Elle a vu une solitude profonde, une dignité tranquille qui a touché le cœur d'artiste qui battait encore en elle. Alors, elle a ignoré le conseil de Sal. Le premier jour, elle a posé un menu devant lui. « Bonjour monsieur, je m'appelle Bella. Puis-je commencer par vous offrir un café ?» Il s'est contenté de grogner, sans lever les yeux. Elle lui a quand même versé du café. Quand elle a s'apporté le plat du jour, une assiette grasse d'œufs et de saucisses, elle a remarqué que ses mains tremblaient légèrement alors qu'il attrapait le sel. Le lendemain, elle a fait de même, et le jour suivant. Pendant 1 semaine, il a accueilli ses salutations joyeuses par le silence, mais Bella a persisté. « Le toast a l'air particulièrement bon aujourd'hui, » disait-elle. Ou « Il fait un peu frais dehors, ce café devrait vous réchauffer. » Puis, un lundi matin, environ 1 mois après le début de sa fréquentation silencieuse, alors qu'elle posait son assiette, elle a remarqué qu'il luttait pour couper son toast avec les couteaux émoussés du café. Ses jointures étaient gonflées par l'arthrite. Sans réfléchir, elle a pris un couteau. « Laissez-moi faire », a-t-elle dit doucement. Elle a coupé son toast en 4 carrés parfaits et faciles à manger. Pour la première fois, Arthur a levé les yeux. Ses yeux bleus larmoyants ont rencontré les siens. Et pendant une fraction de seconde, elle a vu une lueur de surprise, peut-être même de gratitude. Il a hoché la tête, brièvement, sèchement, puis a baissé les yeux sur son assiette. C'était une victoire. À partir de ce jour, c'est devenu leur rituel. Elle lui apportait son café noir, elle lui apportait le plat du jour, et elle coupait toujours son toast.
Parfois, elle lui parlait, remplissant le silence de petites histoires sur sa journée, d'une chose drôle qu'un client avait dite, ou de son rêve de visiter un jour le Louvre à Paris pour voir les chefs-d'œuvre en personne. Il ne répondait jamais, mais elle sentait qu'il écoutait. Parfois, il laissait $1/4 supplémentaire sur la table, une reconnaissance silencieuse qui lui semblait plus précieuse qu'un pourboire de $20. Ses collègues la taquinaient sans pitié. « Toujours en train de parler à ton petit ami, Bella ?» se moquait Brenda en essuyant le comptoir d'un air acariâtre. « Tu perds ton temps. Il est probablement sourd. »« Laisse-la tranquille, » grognait Sal depuis le grill. « Si elle veut parler à un mur de briques, qu'elle le fasse. Au moins, il ne se plaint pas. » Bella s'en fichait. Ces 10 minutes chaque matin étaient redevenues une encre étrange dans sa vie chaotique. Dans un monde qui exigeait tout d'elle et donnait peu en retour, ce petit lien unilatéral semblait pur. C'était un simple acte de service, un moment de communion silencieuse. Elle ne le faisait pas pour de gros pourboires ou des éloges. Elle le faisait parce que, lorsqu'elle regardait le vieil homme solitaire à la table 4, elle voyait un être humain qui méritait un peu de chaleur, même s'il ne pouvait ou ne voulait pas la demander. Elle n'avait aucune idée que sa simple gentillesse était observée, cataloguée et évaluée par un esprit plus vif que quiconque au Morning Glory Diner ne pouvait l'imaginer. Le mardi a commencé comme n'importe quel autre jour. L'air était chargé de l'odeur de la pluie et du bacon grésillant. Bella fonctionnait avec 4 heures de sommeil, ayant passé la majeure partie de la nuit au téléphone avec une infirmière de l'établissement de soins de sa mère, discutant des changements de médicaments et des factures croissantes. Elle sentit le nœud familier de l'anxiété se serrer dans son ventre, mais elle le repoussa, affichant son sourire professionnel et nouant son tablier. L'heure habituelle d'Arthur s'est passée. La table 4 est restée vide. Bella jeta un coup d'œil à l'horloge, puis à la porte. Un petit pli d'inquiétude apparut sur son front. Arthur n'était jamais en retard. Jamais. Il était aussi fiable que le lever du soleil. Au bout d'un moment, une véritable inquiétude commença à s'insinuer dans ses pensées. Peut-être était-il malade. Après tout, il était âgé. Elle se nota mentalement de demander aux autres habitués s'ils savaient où il vivait, même si elle doutait que quiconque le sache. Il était une île. À 10 ans, la cloche au-dessus de la porte a sonné, mais ce n'était pas Arthur. Tout le café est devenu silencieux. Même le grésillement du grill semblait s'être tu. 4 hommes, tous bâtis comme des réfrigérateurs et vêtus de costumes noirs impeccables avec des oreillettes, sont entrés. Ils se déplaçaient avec une précision fluide et disciplinée qui était totalement étrangère à ce café collant et imparfait. 2 se sont postés de chaque côté de la porte, leurs yeux scrutant la pièce avec une immobilité alarmante. Les 2 autres se sont écartés pour laisser entrer un 5e homme. Il était plus âgé, peut-être dans la 60aine, avec des cheveux argentés peignés en arrière sur un front haut et un visage fait d'angles vifs et d'yeux intelligents. Il portait un costume gris anthracite sur mesure qui valait probablement plus que ce que Bella gagnait en un an. Il tenait à la main une mallette en cuir impeccable. Il a inspecté le café. Son expression était un mélange de léger dégoût et de détermination ciblée. « Je peux vous aider ?» demanda Sal en essuyant ses mains grasses sur son tablier. Son assurance habituelle avait complètement disparu. L'homme au costume gris anthracite l'ignora. Son regard parcourut la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur Bella, qui se tenait figée près de la machine à café, la cafetière toujours à la main. Il se dirigea droit vers elle. Ses coûteuses chaussures italiennes produisaient un son doux et déterminé sur le linoléum. 2 gardes du corps le suivaient à quelques pas, leur présence semblant aspirer l'air de la pièce. « Êtes-vous mademoiselle Isabella Rossi ?» demanda l'homme. Sa voix était calme, profonde, et portait une autorité qui exigeait une réponse. Le cœur de Bella battait à tout rompre. Elle ne put que hocher la tête, la gorge soudainement sèche. Qu'est-ce que c'était ? Avait-elle des ennuis ? Avait-elle été témoin de quelque chose ? Était-ce à cause des factures de sa mère ? L'homme s'arrêta devant elle et lui lança un long regard évaluateur. « Je m'appelle Marcus Davis. Je suis associé principal au cabinet d'avocats Sterling, Cromwell & Davis. J'étais l'avocat personnel de M. Arthur Pendleton. » Le nom Pendleton flotta dans l'air. Il sonnait si formel, si important. Il fallut un moment à Bella pour l'associer au vieil homme silencieux de la table 4. Arthur. Il s'appelait Arthur Pendleton. Arthur, murmura-t-elle. Va-t-il bien ? Il n'est pas venu ce matin. L'expression de M. Davis s'adoucit presque imperceptiblement. M. Pendleton est décédé paisiblement dans son sommeil la nuit dernière. La cafetière devint soudain incroyablement lourde dans la main de Bella. Une vague de chagrin inattendu la submergea. C'était absurde, elle le connaissait à peine, il ne lui avait jamais dit un mot.
Mais leur rituel silencieux était devenu une partie de sa vie, un petit point stable dans son monde turbulent. Maintenant, il était parti. « Oh, dit-elle, les larmes lui montant aux yeux. Sa voix était faible. Je suis vraiment désolé d'entendre ça. » Brenda regardait depuis le comptoir, la bouche bée. Frank baissa son journal. Tout le café était figé dans le silence, témoin d'un drame qu'il ne comprenait pas. M. Davis hocha brièvement la tête comme pour accuser réception d'une politesse nécessaire. M. Pendleton était un homme très particulier avec des instructions très spécifiques. Son testament contient une disposition qui requiert votre présence immédiate. Si vous voulez bien prendre vos affaires, une voiture vous attend dehors pour nous conduire à mon bureau pour la lecture du testament. Bella le dévisagea perplexe. « Le testament ? Moi ? Je pense que vous faites erreur. Je lui servais juste son café. » « Il n'y a pas d'erreur, mademoiselle Rossi, » dit Davis, sa voix ferme mais pas méchante. « Monsieur Pendleton a été parfaitement clair. Votre nom est Isabella Rossi, vous êtes serveuse dans cet établissement et depuis 1 an et demi, vous coupez son toast en 4 carrés égaux chaque matin, sans faute et sans qu'on vous le demande. » Le détail était si spécifique, si banal, qu'il laissa Bella sans voix. Il avait remarqué. Non seulement il avait remarqué, mais il en avait parlé à son avocat. « Sal, dit-elle en se tournant vers son patron qui semblait pâle et confus. Je ne sais pas ce que... » « Vas-y, grogna Sal retrouvant sa voix. « Vas-y, Brenda couvrira tes tables. » Brenda lança à Bella un regard de pure et venimeuse envie, mais n'osa pas discuter. Engourdie, Bella défit son tablier. Ses mains tremblaient. Elle le posa sur le comptoir, prit son sac à main usé sous le comptoir et retourna dans la salle. Les 4 gardes du corps et l'avocat formèrent un cercle protecteur autour d'elle, créant une bulle bizarre de richesse et de pouvoir dans le modeste café. Alors qu'ils l'escortaient vers la porte, laissant tout le café silencieux, Bella ressentit une sensation vertigineuse d'irréalité. L'air froid et humide lui frappa le visage. Une élégante berline Lincoln Continental noire attendait près du trottoir, son moteur tournant au ralenti. L'un des gardes du corps lui ouvrit la portière. En glissant sur le siège en cuir somptueux, plus luxueux que n'importe quel meuble qu'elle ait jamais possédé, elle jeta un regard en arrière vers le Morning Glory Diner. Il semblait petit et triste sous le ciel gris. Elle eut le sentiment effrayant et électrisant qu'elle ne le reverrait plus jamais de la même manière. Le rituel était terminé. Quelque chose de nouveau et d'infiniment plus compliqué ne faisait que commencer. Le trajet jusqu'au cabinet d'avocat fut un voyage silencieux et surréaliste à travers la ville. Bella regardait par les vitres teintées les rues familières qui semblaient en maintenant étrangères et lointaines. La voiture était une oasis de luxe silencieux, sentant le cuir et le polish. M. Davis était assis en face d'elle, parcourant des documents de sa mallette, son visage un masque impénétrable de professionnalisme. L'esprit de Bella était un tourbillon de confusion et d'une tristesse sourde pour le vieil homme qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Les bureaux de Sterling, Cromwell & Davis occupaient tant le penthouse d'un gratte-ciel étincelant, au cœur du quartier financier. C'était un monde à part du Morning Glory Diner. Des sols en marbre, des murs de verre imposants avec des vues panoramiques sur la ville et des couloirs silencieux remplis d'art. Bella, dans son jean délavé et ses baskets usées, se sentait comme un chat errant qui avait pénétré dans un palais. On la conduisit dans une immense salle de conférence dominée par une longue table en acajou poli. Au bout étaient assises 2 personnes qui semblaient aussi déplacées que Bella, bien que pour des raisons différentes. Ils dégageaient une aura d'impatience et de privilèges offensés. L'homme avait la trentaine, les cheveux gominés, un costume de marque qui semblait un peu serré et une expression boudeuse. La femme à côté de lui, vraisemblablement sa mère, était impeccablement habillée. Son visage était un masque soigneusement construit de dédain poli. Ses doigts tapotaient impatiemment la table. Monsieur Davis s'éclaircit la gorge en entrant. « Madame Diana Pendleton, Monsieur Caleb Pendleton, voici Mademoiselle Isabella Rossi. » Les yeux de Caleb Pendleton parcoururent Bella d'un seul regard dédaigneux. Un sourire méprisant tordit ses lèvres. « C'est elle qu'on attendait ? La serveuse. Grand-père était vraiment sénile. »« Caleb, s'il te plaît, » le réprimanda sa mère, bien qu'il n'y ait aucune chaleur réelle dans ses paroles. Son regard sur Bella était tout aussi froid. « Mademoiselle Rossi, veuillez vous asseoir, » dit M. Davis en indiquant une chaise loin des Pendleton. La distance semblait intentionnelle, un gouffre entre 2 mondes différents. Bella s'assit, les mains jointes sur ses genoux. Les gardes du corps se tenaient impassiblement près du mur du fond. La tension dans la pièce était palpable. « Maintenant que toutes les parties mentionnées dans le codicille principal sont présentes, nous pouvons commencer, » annonça Davis en ouvrant un épais document relié en cuir. Il chaussa des lunettes de lecture et commença à lire d'un ton monocorde, sec et sans émotion.
La plupart du texte était du jargon juridique qui passait complètement au-dessus de la tête de Bella. Trust, don à des œuvres caritatives dont elle n'avait jamais entendu parler. Legs à des fondations. Elle entendit discuter de sommes stupéfiantes, des chiffres qui semblaient en plus des concepts que de l'argent réel. La fortune des Pendleton était clairement immense. Puis Davis s'arrêta et regarda directement Diana et Caleb. À ma belle-fille, Diana Pendleton, et à mon petit-fils, Caleb Pendleton, je lègue le contenu du trust familial Pendleton, tel que stipulé par les accords familiaux préexistants. Cela s'élève à une somme principale de 10 millions de dollars chacun. Caleb laissa échapper un reniflement bruyant. 10 millions, c'est tout, c'est une insulte. L'entreprise vaut des milliards. Votre grand-père a liquidé la majorité de ses actifs personnels au cours des 2 dernières années, dit froidement Davis. Ce qu'il faisait de sa fortune personnelle était et reste sa propre prérogative. Il nous devait bien ça. Nous sommes sa famille, rétorqua Diana, son masque poli se fissurant. Davis les ignora et continua la lecture. Tous les effets personnels, biens immobiliers et actions de contrôle restants dans Pendleton Global Holding doivent être distribués comme suit. Il prit une inspiration. À mon ami et médecin, le docteur Alistair Finch, je lègue la somme d'1 million de dollars. Il tourna une page. Bella retenait son souffle, ne comprenant pas pourquoi elle était là. Peut-être qu'Arthur lui avait laissé un petit quelque chose, quelques centaines de dollars, en guise de dernier pourboire silencieux. Cela aurait été plus que suffisant. Un geste gentil de la part de l'homme silencieux. « Et maintenant, dit Davis en regardant par-dessus ses lunettes directement Bella, nous arrivons à la disposition finale. » Sa voix résonna dans le silence de la pièce. Il lut le testament à Mademoiselle Isabella Rossi, la jeune femme du Morning Glory Diner, qui a fait preuve de gentillesse envers un vieil homme quand elle n'avait aucune raison de le faire, qui l'a traité avec dignité quand les autres ne voyaient qu'une nuisance, et qui a coupé ses toasts sans faute parce qu'elle a remarqué que ses mains tremblaient. Les yeux de Bella s'emplirent de larmes. Il avait tout remarqué. Davis continua. À Mademoiselle Rossi, je lègue un héritage de gentillesse en retour. Premièrement, je lui lègue la somme de 250 000 dollars, à transférer immédiatement sur son compte pour alléger son fardeau, comme elle a un jour allégé le mien. Bella haleta. La pièce se mit à tourner. 250 000 dollars. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais imaginé. Cela suffirait à payer les soins de sa mère pendant des années. Cela rembourserait ses dettes. C'était un miracle. « Quoi » explosa Caleb en se levant d'un bond. « Il donne $250 000 à une serveuse ? Nous allons contester cela. » Il n'avait clairement plus toute sa tête. « Veuillez vous asseoir, monsieur Pendleton, dit Davis, sa voix empreinte d'un calme glacial. Je n'ai pas terminé. » Caleb le foudroya du regard, puis se rassit lentement, le visage rouge de fureur. Davis ajusta ses lunettes et lut la dernière phrase. Et enfin, parce que c'était le dernier endroit sur Terre où je me sentais vu non pas comme une source de richesse, mais comme un être humain, je lui laisse la seule chose qui m'a apporté un peu de paix ces dernières années. Je lègue à Mademoiselle Isabella Rossi la pleine propriété de l'entreprise, connue sous le nom de Morning Glory Diner, située au 150e rue et Elm, que j'ai acquise il y a 6 mois par le biais d'une société holding. Silence. Un silence épais et profond remplit la salle de conférence. Bella se contentait de regarder. Son esprit était incapable de traiter ces mots. Le café. Il avait acheté le café. Pour elle. Puis Caleb se mit à rire. Ce n'était pas un son joyeux. C'était un aboiement sec, méchant, incrédule. Le café, il lui laisse le boui-boui. Oh, c'est délicieux. Après tout ce suspense, il laisse à la serveuse sa propre cage. Grand-père avait vraiment un sens de l'humour tordu. Mais M. Davis ne souriait pas. Il ferma le testament, retira ses lunettes et regarda Bella avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. C'était un mélange de pitié, de respect et d'avertissement. « Il y a encore une chose, mademoiselle Rossi, dit-il d'une voix basse. Le café est accompagné d'un petit portefeuille d'investissement que M. Pendleton a rattaché à l'entreprise pour assurer sa viabilité à long terme et couvrir les dépenses en capital. Il est actuellement évalué à environ 5 millions de dollars. » Le rire s'étrangla dans la gorge de Caleb. Son visage passa du rouge au blanc blafard. La main perfectly manucurée de Diana vola à sa bouche. Bella sentit le sol se dérober sous ses pieds. 5 millions de dollars. Le café. Ce n'était pas une cage, c'était un royaume. Le vieil homme grincheux et silencieux à qui elle servait du café, l'homme pour qui elle avait eu de la pitié, n'était pas seulement riche. Il était Arthur Pendleton, le fondateur de Pendleton Global, un titan de l'industrie, un roi qui se cachait à la vue de tous. Et il venait de lui donner, à elle, l'étudiante en art fauché, travaillant dans un boui-boui, les clés d'une nouvelle vie.
Une vie qui, à en juger par le regard meurtrier dans les yeux de Caleb Pendleton, allait devenir très, très dangereuse. Quitter le cabinet d'avocat, c'était comme sortir d'un sas de décompression en plein ouragan. Les gardes du corps ont raccompagné Bella à la Lincoln Continental, la protégeant des insultes furieuses que Caleb Pendleton leur lançait dans le couloir. « Ce n'est pas fini, petite croqueuse de diamants !» crachait-il, le visage déformé par la colère. « Je vais lâcher mes avocats là-dessus. Ils éplucheront chaque centimètre. Tu ne verras pas un centime. » Bella ne répondit pas. Elle était en état de choc profond. Son esprit rejouait en boucle les mots de M. Davis. 5 millions de dollars. Le café est à vous. M. Davis lui avait donné sa carte de visite et un épais dossier. Un conseiller financier vous contactera demain, mademoiselle Rossi. Ne parlez à personne, surtout pas au Pendleton. S'il vous contacte, appelez-moi immédiatement. Arthur avait anticipé leur réaction. La voiture la déposa devant son immeuble délabré. Le contraste était saisissant. À un instant, elle était dans un monde d'acajou et de milliards. L'instant d'après, elle montait les escaliers grinçants et poussiéreux de son petit appartement. Elle ouvrit la porte et entra, serrant le dossier contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. Les toiles étaient empilées contre le mur, son chevalet vide dans un coin, le témoin silencieux d'une vie en suspens. La première chose qu'elle fit fut d'appeler l'établissement de soins de sa mère. D'une voix tremblante, elle parla à l'administratrice financière et paya la totalité du solde impayé. Puis elle paya les 2 années suivantes à l'avance, demandant une chambre privée et les meilleurs soins possibles pour sa mère. Le soulagement qui l'envahit fut si immense qu'il la fit plier en deux. Elle s'assit par terre et pleura, non pas de tristesse, mais de la libération soudaine et écrasante du fardeau qu'elle avait porté si longtemps. Le lendemain matin, Bella n'alla pas au café. Elle ne pouvait pas. Que dirait-elle? Comment pourrait-elle y entrer? Au lieu de cela, elle se rendit à la banque avec le chèque de banque de 250 000 $ que M. Davis lui avait préparé. Le directeur de la banque, qui la traitait habituellement avec une indifférence polie, l'escorta jusqu'à son bureau privé avec un respect nouveau et obséquieux. Le monde avait déjà commencé à changer autour d'elle. Le soir venu, elle réalisa qu'elle ne pouvait pas se cacher éternellement. Elle devait les affronter. Prenant une profonde inspiration, elle parcourut les pâtés de maisons familiers jusqu'au Morning Glory Diner. C'était le coup de feu du déjeuner. À travers la fenêtre, elle pouvait voir Brenda, l'air épuisé et sale, en sueur devant le grill. Elle poussa la porte. La petite cloche sonna, toutes les têtes se tournèrent, les conversations s'arrêtèrent. Sal leva les yeux du grill, une spatule à la main. Brenda, tenant un plateau de hamburgers, se figea à mi-chemin. Ils avaient entendu. Les rumeurs de Frank, qui avait été témoin de l'arrivée de l'avocat, avaient dû se répandre comme une traînée de poudre. « Bella », dit Sal d'une voix incertaine. « Salut, Sal », dit-elle, la voix étonnamment ferme. Elle s'approcha du comptoir. « Je suppose que vous avez entendu ?»« On a entendu que tu avais touché le pactole », dit Brenda en posant le plateau avec un bruit sourd. Il y avait une note aiguë et envieuse dans sa voix. « Tu t'es dit que tu étais trop bien pour venir travailler ?»« Eh Brenda », prévint Sal. « Non, c'est bon », dit Bella. Elle regarda Sal, puis Brenda, puis le reste du personnel qui regardait depuis la cuisine. Ces gens avaient entêté son monde. « C'est vrai. Arthur, M. Pendleton, il m'a laissé de l'argent, et il m'a laissé le café. » Un hoquet collectif parcourut le personnel. La spatule de Sal tomba sur le grill avec un fracas. « Il a fait quoi ?» marmonna-t-il. « C'est moi le propriétaire de ce café. Je le possède depuis 30 ans. » Le cœur de Bella se serra. C'était la partie dont M. Davis l'avait prévenue. Elle ouvrit le dossier et sortit un document. « D'après ceci, Sal, vous avez vendu le café il y a 6 mois à une société appelée AP Holdings. Depuis, vous êtes employé en tant que gérant salarié. » Sal la dévisagea, son visage devenant cendré. « AP Holdings. Ils m'ont offert une fortune, plus que ce que cet endroit ne valait. Et je pensais que c'était un gros promoteur qui allait le démolir. Je n'aurais jamais pensé... » Il s'affaissa sur un tabouret, l'air complètement abattu. « Alors, je travaillais pour le vieil homme tout ce temps. Et maintenant, je travaille pour toi. » L'absurdité de la situation frappa tout le monde en même temps. Isabella Rossi, la serveuse silencieuse dont les heures étaient constamment réduites, était maintenant leur patronne. Brenda laissa échapper un petit rire amer. « Eh bien, c'est pas un conte de fées, ça. Alors, quoi de neuf, patronne? Tu vas tous nous virer et engager tes amis ?» Le défi flottait dans l'air. C'était son premier test. Tous les yeux étaient rivés sur elle. Elle pouvait sentir le ressentiment, l'incrédulité, la peur. Son ancienne vie avait disparu. Elle n'était plus l'une d'entre eux. Elle était la propriétaire. Bella prit une profonde inspiration, repoussant son propre choc et sa peur.
Elle pensa à Arthur, à sa dignité tranquille, à ce qu'il aurait voulu. « Personne n'est viré, dit-elle, sa voix claire et ferme, surprenant même elle-même. Rien ne change pour l'instant. Sal, tu es le meilleur cuisinier de la ville. Brenda, tu peux gérer 6 tables en plein coup de feu sans transpirer. Cet endroit fonctionne grâce à vous. Je n'ai aucune idée de comment gérer une entreprise. J'aurai besoin de votre aide. » Son honnêteté sembla désamorcer une partie de la tension. Sal leva les yeux, une lueur d'espoir dans le regard. Brenda se contenta de froncer les sourcils, pas convaincue. « Alors, c'est quoi ton grand plan ?» la défia Brenda. « Tu vas servir du champagne et du caviar ?» « Non, dit Bella, un léger sourire effleurant ses lèvres pour la première fois. Mais je vais acheter une nouvelle machine à café et un aiguiseur à couteau, et nous allons faire réparer la climatisation. » C'était la bonne chose à dire. Quelques membres du personnel de cuisine ricanèrent. C'était leur plainte quotidienne, les petites misères de leur travail. Entendre qu'elles étaient reconnues par la nouvelle propriétaire, leur ancienne collègue, signifiait quelque chose. C'est à ce moment-là que la cloche de la porte sonna à nouveau. Un homme en uniforme de coursier se tenait là. Colis pour Isabella Rossi. Il lui tendit une boîte élégante du cabinet d'avocats Sterling & Davis. Perplexe, Bella signa et l'ouvrit. À l'intérieur, reposant sur un coussin de velours, se trouvait une seule clé en laiton à l'ancienne et une note manuscrite sur du papier cartonné crème. L'écriture était tremblante mais claire. C'était d'Arthur. « Ma chère Isabella, commençait la note. Si vous lisez ceci, c'est que le monde a appris mon secret et que vous avez reçu mon cadeau. L'argent pour votre liberté, le café pour votre cœur. Cette clé est pour votre avenir. Elle ouvre mon bureau privé. Marcus sait où il se trouve. Allez-y, comprenez pourquoi. Une dernière faveur d'un vieil homme. AP. Une clé. Un bureau secret. » Bella leva les yeux de la note, son esprit tournant à plein régime. L'héritage n'était pas seulement de l'argent et un bâtiment. C'était un mystère. Et en regardant les visages pleins de ressentiment de ses nouveaux employés et en se souvenant des menaces venimeuses de Caleb Pendleton, elle réalisa qu'elle devrait le résoudre si elle voulait un jour vraiment revendiquer sa nouvelle vie. L'adresse de la résidence privée d'Arthur, que M. Davis avait donnée à Bella, était sur Park Avenue. C'était l'un de ces immeubles d'avant-guerre en calcaire, avec un auvent et un portier qui ressemblait à un général à la retraite. Lorsque le taxi s'arrêta, Bella ressentit une nouvelle vague d'intimidation. Elle portait les plus beaux vêtements qu'elle possédait, une simple robe noire achetée dans une friperie, mais elle se sentait toujours comme une imposture. Monsieur Davis l'attendait dans le hall. Son expression était sombre. Il n'a laissé personne entrer dans son appartement personnel depuis plus de 10 ans, expliqua-t-il alors qu'il montait dans l'ascenseur silencieux lambrissé jusqu'au dernier étage. Pas même sa famille. Il menait toutes ses affaires depuis son siège social. C'était son sanctuaire. L'ascenseur s'ouvrit directement dans l'appartement. Bella en sortit et en oublia de respirer. C'était immense, avec des baies vitrées offrant une vue imprenable sur Central Park. Mais ce n'était ni la vue ni la taille de l'endroit qui la stupéfia. C'était l'art. Les murs étaient jetés couverts de chefs-d'œuvre. Un Monet, ses nymphéas, chatoyaient à la lumière du jour au-dessus de la cheminée. Une sculpture de ballerine de Degas se tenait sur un piédestal. Un petit autoportrait intense de Van Gogh la regardait depuis un mur latéral. C'était un musée privé organisé avec un goût impeccable. Il était l'un des collectionneurs d'art les plus discrets au monde, dit doucement Davis, observant sa réaction. C'est ce que Caleb convoitait vraiment. Cette collection est inestimable. L'appartement était impeccable, mais profondément solitaire. Aucune photo de famille, aucun désordre, juste l'art inestimable et le mobilier élégant et stérile. C'était comme une cage dorée. « Le bureau est par ici, » dit Davis, la conduisant dans un long couloir. Il s'arrêta devant une lourde porte en chêne. Il m'a donné une enveloppe scellée avec une clé pour moi-même, avec instruction de ne l'ouvrir qu'après sa mort pour vous donner l'accès. Je vous attendrai ici. La main de Bella tremblait, alors qu'elle insérait la clé en laiton qu'Arthur lui avait laissée. Elle tourna avec un déclic satisfaisant. Elle poussa la porte et entra. Le bureau était complètement différent du reste de l'appartement. Il était chaleureux et habité. Des livres remplissaient chaque étagère, de la littérature classique à la physique moderne. Un grand fauteuil en cuir usé se tenait près de la cheminée. Une légère odeur de vieux papier et de tabac à pipe flottait dans l'air. Mais ce qui dominait la pièce, c'était le mur derrière le bureau massif. Il n'était pas couvert d'art. C'était un tableau en liège allant du sol au plafond, couvert d'une toile complexe de photographies, de graphiques boursiers, de documents juridiques et de notes manuscrites, reliées par des fils colorés. C'était la carte stratégique d'un général commandant un empire mondial. C'était le véritable Arthur Pendleton. Cependant, au centre même de cette toile, se trouvait quelque chose qui n'avait pas sa place.
C'était une petite photo, légèrement floue. Bella s'approcha. C'était une photo d'une femme riant, assise sur une couverture à carreaux dans un parc. Elle était belle, avec des yeux gentils et un sourire chaleureux. À côté, il y avait une autre photo, la même femme se tenant fièrement devant une petite boutique charmante. L'enseigne au-dessus de la porte indiquait « Chez Eleanor ». Le regard de Bella fut ensuite attiré par des coupures de journaux, jaunis par le temps. Les gros titres racontaient une histoire tragique. La restauratrice prometteuse Eleanor Pendleton tuée dans un accident de voiture. Le raideur d'entreprise Harrison Vance acquiert la chaîne de restaurants en faillite. Pendleton Global annonce une OPA hostile sur Vance Industries. Tout commençait à s'assembler. Eleanor devait être sa femme. Elle était restauratrice, créatrice de lieux simples où les gens pouvaient en manger. Elle avait été tuée et un prédateur d'entreprise nommé Vance avait apparemment profité de sa mort pour être écrasé des années plus tard par un Arthur vengeur. Attirée par le nom, elle regarda une autre section du tableau dédiée à Caleb. Il y avait des photos de lui sur des yachts, dans des boîtes de nuit avec une série de mannequins. Il y avait des rapports financiers montrant des pertes massives d'une start-up technologique qu'il avait fondée avec l'argent de son grand-père. Il y avait des copies de chèques qu'Arthur avait faits pour payer les dettes de jeu de Caleb. Une note écrite de la main tremblante d'Arthur disait « Il porte son nom, mais il n'a rien de son cœur ». Finalement, son regard trouva un petit espace vide sur le tableau. Une seule photo récente y était épinglée. C'était un cliché pris de loin. D'elle-même, Bella, elle se tenait devant le Morning Glory Diner pendant une pause, souriant à quelque chose sur son téléphone. À côté, une petite note manuscrite était épinglée. « Elle a du cœur ». Des larmes couléant sur le visage de Bella. Il n'avait jamais été question du toast, pas du tout. Il ne testait pas sa gentillesse. Il cherchait un reflet de sa femme perdue, Eleanor. Il cherchait quelqu'un avec un cœur bienveillant, quelqu'un qui comprenait que la valeur d'un lieu ne résidait pas dans son prix, mais dans la chaleur et la dignité qu'il offrait. Le café n'était pas seulement un café, c'était un rappel du rêve de sa femme. En le laissant à Bella, il ne lui faisait pas seulement un cadeau, il lui confiait l'héritage d'Eleanor. Soudain, une nouvelle détermination endurcit son chagrin. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait d'honorer la confiance d'un vieil homme solitaire qui avait perdu tout ce qui comptait vraiment pour lui. Caleb ne voulait pas seulement l'argent, il voulait détruire la dernière chose que son grand-père avait construite, la seule chose qu'Arthur considérait comme un héritage digne. Elle s'approcha du bureau. Une seule enveloppe scellée, adressée à elle, y était posée. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre et un certificat pour une seule action de Pendleton Global. La lettre disait « Isabella, le savoir, c'est le pouvoir. Cette unique action vous donne le droit légal d'assister à l'assemblée annuelle des actionnaires le mois prochain. Caleb y sera. Il tentera de prendre le contrôle du conseil d'administration. Il pense que vous n'êtes personne. Prouvez-lui qu'il a tort. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans cette pièce. Votre ami, Arthur. » Bella regarda autour d'elle le bureau, la toile de pouvoir, l'histoire d'amour, de perte et de vengeance. C'était un dossier complet sur l'empire Pendleton et ses ennemis. Arthur ne lui avait pas seulement donné un café et une fortune, il lui avait donné un arsenal. La guerre contre Caleb Pendleton approchait, et Arthur venait d'armer son soldat le plus inattendu pour le combat de sa vie. Les semaines suivantes furent un tourbillon de transformation pour Bella. Elle passait ses journées au café et ses nuits dans le bureau d'Arthur. Monsieur Davis lui avait organisé un accès illimité et discret au penthouse. Les gardes du corps, désormais à son service, l'y conduisaient après son service au café. Au début, sa présence au Morning Glory était gênante. Elle essayait de reprendre son ancien rôle, servant du café et prenant les commandes. Mais Sal et les autres ne la laissaient pas faire. « Tu es la propriétaire maintenant, Bella », lui dit doucement Sal en lui prenant la cafetière des mains un après-midi. « Tu devrais être dans le bureau à vérifier les comptes. Laisse-nous gérer ça. » Il avait raison. Elle se retira dans le petit bureau, arrière encombré, et commença à apprendre. Avec l'aide du conseiller financier qu'Arthur lui avait assigné, elle commença à comprendre les marges bénéficiaires, les chaînes d'approvisionnement et la paie. Le portefeuille de 5 millions de dollars n'était pas seulement une somme forfaitaire. C'était un fonds géré avec soin, conçu pour générer un revenu stable, plus que suffisant, pour couvrir les dépenses du café et un salaire décent pour elle. Elle augmenta le salaire de tout le personnel, en commençant par Sal et Brenda. Brenda, qui avait été sa critique la plus sévère, fut la plus résistante au changement. Elle observait Bella avec méfiance comme si elle attendait un piège. Le tournant arriva lors d'une journée étouffante où l'ancien climatiseur rendit finalement l'âme dans un bruit sourd et un nuage de fumée. La cuisine devint un enfer.
Ça suffit, je démissionne, annonça Brenda en jetant son tablier. Je ne travaillerai pas dans un sauna. L'ancienne Bella l'aurait suppliée. La nouvelle Bella hocha la tête. Tu as raison, dit-elle calmement. C'est inacceptable. Elle prit son téléphone. En moins de 2 heures, une équipe de techniciens était là, installant un tout nouveau système de climatisation commerciale haut de gamme. Elle paya l'installation d'urgence sans ciller. Le lendemain, le café était frais et confortable. Brenda revint travailler, ne dit rien, mais commença à l'appeler « patronne ». Et pour la première fois, cela ne sonnait pas comme une insulte. Bella avait gagné une once de respect, non par des mots, mais par des actes. Ses nuits se passaient dans un autre monde. Dans le bureau d'Arthur, elle est devenue une étudiante du pouvoir. Avec Monsieur Davis comme mentor réticent, elle commença à démêler la toile complexe sur le tableau de Liège. Elle apprit les sociétés écrans, les rachats par endettement et les batailles tues de procuration. Elle lut les journaux personnels d'Arthur, remplis de ses observations sur les affaires, la vie et son chagrin profond et sans fin pour Éléanore. Elle découvrit l'imprudence de Caleb, ses entreprises ratées financées par son grand-père et son profond ressentiment. Elle découvrit le coup de maître d'Arthur. Dans ces dernières années, il avait systématiquement démantelé Pendleton Global, rendant l'entreprise principale plus légère, mais aussi plus vulnérable. Il avait converti la plupart de sa fortune personnelle en une série de fondations caritatives anonymes. L'héritage de Caleb était intentionnellement limité. Arthur avait privé son petit-fils des ressources nécessaires à une prise de contrôle facile. Caleb pensait hériter d'un royaume. Arthur lui laissait un champ de bataille avec une armée épuisée. La seule chose que Caleb avait vraiment, c'était le soutien de quelques membres clés du conseil d'administration qui étaient loyaux à son père et le voyaient bon comme l'héritier légitime. Son plan, reconstitué à partir des notes d'Arthur, était clair. Lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, il appellerait à un vote de défiance contre le PDG actuel, un loyaliste nommé par Arthur, et utiliserait son nom de famille et le soutien de ses alliés pour forcer sa propre nomination à la présidence. Il ne peut pas gagner directement, expliqua M. Davis un soir, en montrant un diagramme des principaux actionnaires, mais il peut semer le chaos. Il peut effrayer les investisseurs, faire chuter le cours de l'action et tenter de forcer une vente à une société concurrente qu'il installera comme dirigeant fantoche. Son ego n'acceptera rien de moins que le contrôle total, même si cela signifie réduire l'empire en cendres. « Alors comment l'arrêtons-nous » demanda Bella, regardant le certificat d'une seule action sur le bureau. Il semblait si insignifiant. « Nous utilisons la seule chose qu'Arthur vous a laissée. La vérité, dit Davis. Cette unique action vous donne le droit d'être dans cette salle et le droit de vous adresser aux actionnaires. Nous ne pouvons pas le battre au vote, mais nous pouvons peut-être être plus malins que lui. » Travaillant tard dans la nuit, ils formulèrent un plan. C'était audacieux, terrifiant, et dépendait entièrement de la capacité de Bella à monter sur la plus grande scène de sa vie et à convaincre une salle pleine de requins qu'une serveuse d'un petit café en savait plus que l'héritier de la fortune Pendleton. Le jour de l'assemblée des actionnaires arriva. Bella se tenait devant un miroir en pied dans la chambre du penthouse d'Arthur. Elle ne portait pas sa robe de friperie. M. Davis avait insisté pour qu'elle utilise les services d'un styliste personnel. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine simple mais impeccablement coupé. Ses cheveux étaient relevés en un chignon soigné. Elle avait l'air professionnel, calme et posé, mais à l'intérieur son cœur était un oiseau en cage. « Vous êtes prête ?» dit M. Davis depuis l'embrasure de la porte. Il la regarda et pour la première fois, elle vit un sourire sincère sur son visage. Arthur serait fier. Ses 2 gardes du corps l'escortèrent. Alors qu'elle traversait le hall étincelant de la tour Pendleton Global, elle le vit. Caleb se tenait avec ses alliés, riant, respirant l'arrogance. Il la vit et son visage se figea. Son expression passa du choc à l'amusement méprisant. « Tiens, regardez ce que le vent nous amène, » dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende. « Tu viens servir le café, ma belle ?» Ses laquais ricanèrent. Bella ne se laissa pas provoquer. Elle croisa son regard, son expression illisible. « Je suis actionnaire, Caleb, dit-elle, sa voix claire et ferme, et j'ai le droit d'être ici. » Elle passa devant lui, la tête haute, et entra dans la fosse au lion, le laissant momentanément sans voix. La bataille avait commencé. La salle de conférence était un amphithéâtre du pouvoir des entreprises. L'immense table en U était remplie par le conseil d'administration, des hommes et des femmes au visage sévère et aux costumes coûteux. Les rangées de sièges derrière eux étaient remplies d'actionnaires majeurs, d'analystes et de médias. Bella, guidée par M. Davis, prit place au premier rang, réservé aux actionnaires. Elle sentait des centaines d'yeux sur elle, les chuchotements s'interrogeant sur sa présence.
La réunion commença par des présentations sèches et des rapports financiers. Bella écoutait, les mains fermement jointes sur ses genoux. Puis le président ouvrit la discussion aux nouvelles affaires. Caleb se leva immédiatement. C'était un artiste né, charmant et confiant. Il parla d'héritage, du nom de famille et d'une nouvelle vision audacieuse pour l'avenir. Il dépeignit la direction actuelle comme stagnante et manquant d'imagination. « Mon grand-père était une légende, claironna-t-il. Mais son temps est révolu. Pendleton Global a besoin de sang neuf, d'une nouvelle direction pour être compétitif au XXIe siècle. Elle a besoin d'un Pendleton à la barre. » Puis, il fit officiellement sa proposition. Un vote de défiance à l'égard du PDG et sa propre nomination, Caleb Pendleton en tant que nouveau président du conseil d'administration. Un murmure tendu parcourut la salle. Les alliés de Caleb au sein du conseil exprimèrent leur soutien. Il était clair qu'il avait l'élan. Le PDG, un homme compétent mais peu charismatique nommé George Riley, offrit une faible défense qui fut rapidement balayée. « Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite s'exprimer sur cette motion avant que nous ne passions au vote ?» demanda le président, son regard balayant la salle. C'était le moment. Avec un signe de tête silencieux de M. Davis, Bella se leva. Une vague de murmures confus parcourut l'auditoire. Qui était-elle? Que faisait-elle? Caleb ricana. « Je crois que la parole est aux actionnaires, pas au personnel de service. » « Je suis actionnaire, dit Bella. Sa voix, amplifiée par le micro à sa place, trembla d'abord légèrement, puis gagna en force. « Je m'appelle Isabella Rossi. » Elle ne regardait pas Caleb. Elle regardait les visages des membres du conseil, des investisseurs. « Monsieur Pendleton parle de l'héritage de son grand-père. Je suis ici aujourd'hui parce que je faisais aussi partie de l'héritage d'Arthur Pendleton. Pas l'héritage de milliards de dollars et d'acquisitions d'entreprises, mais l'héritage de ces dernières années. » Elle leur raconta son histoire. Elle n'enjoliva rien. Elle parla simplement et honnêtement du Morning Glory Diner, du vieil homme silencieux dans la banquette numéro 4, de la façon dont elle coupait ses toasts parce que ses mains tremblaient. La salle, d'abord dédaigneuse, devint silencieuse, captivée. Vous voyez, dans ces dernières années, Arthur Pendleton n'était pas intéressé par l'acquisition de nouvelles entreprises. Une seule chose l'intéressait, le caractère. Il passait ses journées dans un simple café à observer les gens. Il ne cherchait pas le prochain grand PDG. Il cherchait une décence simple et honnête. Puis elle tourna son attention vers Caleb. Caleb Pendleton parle d'une nouvelle vision audacieuse. Les journaux personnels d'Arthur Pendleton, qu'il m'a confiés, montrent très clairement la vision de Caleb. M. Davis se leva et plaça un dossier devant le président. « Des copies pour le conseil, dit-il sombrement. Bella continua, sa voix résonnant avec conviction, une vision qui a conduit à une perte de 30 millions de dollars dans une entreprise technologique ratée. Une vision qui a nécessité que son grand-père paie plus de 2 millions de dollars de dettes de jeux personnels. Une vision d'une telle imprudence qu'Arthur Pendleton a écrit de sa propre main. « Mon petit-fils a l'ambition d'un roi, mais le jugement d'un imbécile. » Il n'a pas laissé son empire à Caleb, non par méchanceté, mais par devoir fiduciaire pour le protéger de la seule personne qu'il savait capable de le détruire. Des halètements résonnèrent dans la salle. Le visage de Caleb devint rouge de colère. « C'est un mensonge, de la diffamation. » « Vraiment ?» le défia Bella, son regard inflexible. « Toute la documentation est ici. » Arthur Pendleton voyait que le cœur de cette entreprise n'était pas le cours de son action, mais son intégrité. Un concept que son petit-fils n'a jamais compris. Puis elle joua sa dernière carte. « Mais je ne suis pas ici pour vous demander de me croire, ou de simplement rejeter Caleb. Je suis ici pour honorer la véritable vision finale d'Arthur. Il ne voulait pas d'un autre roi sur le trône, il voulait une intendance. » Elle regarda directement George Riley, le PDG assiégé. Il a laissé des notes louant la prudence de M. Riley, sa stabilité et sa loyauté. Il croyait en lui, mais il savait aussi que l'entreprise avait besoin d'une âme. Elle se tourna à nouveau vers le conseil. C'est pourquoi, en tant qu'actionnaire, je propose un amendement au statut de la société. La création du fonds Héritage Pendleton, financé par 10% des bénéfices annuels de la société, dédié au soutien des petites entreprises et au financement de bourses d'études. Et je me propose Isabella Rossi, propriétaire du Morning Glory Diner et héritière choisie par Arthur Pendleton, pour le superviser. C'était un coup de maître. Elle ne demandait pas le pouvoir sur l'entreprise, mais une position d'autorité morale en son sein. Elle liait l'héritage personnel d'Arthur directement à l'avenir de l'entreprise, offrant aux actionnaires une histoire de rédemption et de but au lieu d'une sale lutte de pouvoir. Elle honorait le PDG stable tout en écartant Caleb, non pas avec des tactiques d'entreprise mais avec une histoire simple et puissante de caractère.
La salle resta silencieuse un long moment, puis l'un des plus anciens membres du conseil, un homme qui connaissait Arthur depuis 50 ans, commença à applaudir lentement. Puis, soudain, toute la salle se joignit à lui. Les investisseurs, les analystes, même certains des propres partisans de Caleb, conquis par l'histoire et la manœuvre brillante, applaudissaient. Caleb se tenait là, figé, son visage un masque de défaite absolue. Il n'avait pas été battu par un raideur d'entreprise, mais par une serveuse avec une histoire. Le vote ne fut qu'une formalité. La motion de Caleb fut écrasée. La proposition de Bella fut adoptée à l'unanimité. Des mois plus tard, le Morning Glory Diner a été rénové. Il était propre, lumineux, et la cuisine était à la pointe de la technologie. Mais le vinyle usé couleur moutarde de la banquette numéro 4 est resté, préservé sous une fine couche de plastique protecteur. Une petite plaque de laiton discrète était fixée au mur au-dessus. On pouvait y lire « Le coin d'Arthur ». Bella partageait son temps entre la gestion du café, avec Sal comme gérant grassement payé et Brenda comme chef du personnel étonnamment loyal, et la direction de la nouvelle fondation, qui changeait déjà des vies. Elle avait enfin le temps de peindre à nouveau. Ses toiles étaient maintenant remplies de couleurs vives. Elle avait trouvé un équilibre qu'elle n'avait jamais su qu'elle cherchait, entre son ancienne vie et la nouvelle, entre l'art et le commerce, entre la gentillesse et le pouvoir. Elle avait honoré l'héritage d'Arthur et, ce faisant, avait enfin construit le sien. L'histoire d'Isabella est un rappel puissant que les plus grands investissements que nous puissions faire ne sont pas dans des actions ou des obligations, mais les uns dans les autres. Un simple acte de compassion, un moment de dignité offert à quelqu'un qui semble n'avoir rien, peut avoir des répercussions que nous ne pouvons jamais prédire. Arthur Pendleton avait tout l'argent du monde, mais il est un mort en cherchant quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, une véritable connexion humaine. Il l'a trouvée dans un modeste café, entre les mains d'une serveuse qui a choisi d'être gentille. Bella n'a pas seulement hérité d'une fortune, elle a hérité d'une responsabilité, prouvant que la vraie richesse n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous en faites. Son histoire nous pose la question : qui sont les Arthurs silencieux dans nos propres vies ? Et avons-nous la grâce de les remarquer ? Si cette histoire de gentillesse inattendue et de force cachée a touché votre cœur, veuillez prendre un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Dites-nous dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place de Bella. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inoubliables de la vie réelle, prouvant que les choses les plus extraordinaires peuvent arriver aux gens ordinaires. Merci d'avoir regardé.